Bienvenue dans la chaîne MIF Groupe Le Rocher. N'oubliez surtout pas de vous abonner et activer la cloche de notification si vous aimez l'éducation, la sensibilisation et la conscientisation. Nous recevons pour vous aujourd'hui le professeur Majambo Bikai, chercheur biomédical à l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa, présentement à Montréal où il transfère son laboratoire pour des raisons de Covid-19. Il manifeste un intérêt de recherche en reproduction, recherche reconnue par Québec Science parmi les 10 meilleures découvertes de l'année 1997 sur l'obésité, le diabète, maladies cardiovasculaires et maladies infectieuses. Le professeur agrégé Majambo Bikai est aussi enseignant, superviseur et directeur de thèse de maîtrise et de doctorat. Il en a déjà supervisé une trentaine à l'Université de Montréal et à l'Université d'Ottawa. Il est auteur, co-auteur et éditeur d'environ 180 publications, communications et chapitres de livres. Le professeur est vivement intéressé par des projets portant sur l'enseignement et recherche universitaire, sur la santé communautaire, sur la gestion et évaluation de projets, de revues de la littérature et des études d'épidémiologie moléculaire. Actuellement, le professeur Majambo Bikai travaille dans l'unité du programme des maladies chroniques de l'Institut de recherche de l'hôpital d'Ottawa et dans le département de biochimie, microbiologie et immunologie, faculté de médecine de l'Université d'Ottawa, que nous recevons. Restez des nôtres. Bonjour, professeur Bikai. Bonjour madame, je suis d'origine congolaise. J'ai fait mes études de pharmacie au Congo, à l'ancienne université Loranium. De là, je suis allé aux États-Unis pour préparer un doctorat en biochimie, ici au Québec, il y a bientôt presque 43 ans. Et j'ai passé par Sherbrooke et ensuite Montréal à Ottawa, toujours dans la recherche biomédicale. J'étais professeur à Ottawa, j'ai pris ma retraite, mais je continue mes activités de recherche. Et j'ai transposé ces activités ici à Montréal, à l'Institut de recherche clinique de Montréal, où je suis un chercheur invité. C'est un réel plaisir pour nous de vous avoir. Le monde est tourné vers la recherche, professeur Majambo. Les patients, les citoyens ne savent plus à quel sens se vouer. Alors que le monde entier est paralysé par cette maladie, nous avons appris que vous avez réussi à offrir à l'humanité un médicament naturel. De quoi s'agit-il ? En fait, nous sommes arrivés à cette conclusion à travers nos études qui portaient sur autre chose. Nous estimions au début de diminuer le cholestérol chez les individus pour essayer d'éviter les maladies cardiovasculaires, mais nous avons observé que le cholestérol aussi influençait beaucoup la prolifération des microbes. Okay. Et que quelqu'un qui produit peu de cholestérol pourrait éventuellement bloquer cette multiplication des microbes et se garder en bonne santé. Okay. Nous cherchions en fait un médicament qui est consommable par la bouche, qui pourrait diminuer le cholestérol chez les individus qui en enlevaient trop et ainsi les rendre beaucoup plus résistants aux microbes. C'est ainsi que nous sommes tombés sur ce produit-là. Oh. Et nous l'avons, par pure intuition, testé contre une maladie extrêmement dangereuse, comme vous connaissez tous, qui est l'Ebola. Okay. Et il s'est avéré que le produit protégé, en tout cas dans les modèles expérimentaux, quand on entend par modèles expérimentaux, c'est soit des cultures en boîte, soit des animaux sur lesquels on peut tester ce médicament-là avant de passer à l'humain, parce qu'aucun médicament ne peut passer directement du laboratoire à l'humain sans passer par ces étapes-là. Les essais ont lieu ici au Canada. Okay. Il y a un laboratoire au Canada, un seul laboratoire au Canada, Okay. celui de Winnipeg, qui peut manipuler les virus, les microbes les plus dangereux, entre autres celui de l'Ebola. Nous collaborons avec eux parce qu'ils étaient les seuls habilités à toucher à ce virus-là. On a examiné si ce produit-là pouvait bloquer
la Mhm. multiplication, l'infection par le virus d'Ebola. Et la protection était à 100% quand il est donné à des animaux qui sont infectés par l'Ebola avant l'infection même. Donc ça nous a fortement encouragés et on a essayé sur un autre virus qui s'appelle le virus du Zika, dont vous avez probablement déjà entendu parler. Et là aussi, c'était une très bonne protection. C'est un produit naturel qui est retrouvé dans les plantes à faible dose variable, mais on les retrouve dans les plantes Mhm. et a été purifié des plantes. Mhm. Et il est agréé par le gouvernement américain comme supplément alimentaire. Ce n'est pas un produit toxique du tout, en ce sens qu'on en a donné à la fois à des animaux et à des humains à des doses très très élevées, sans effets secondaires désagréables. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mais papa, pour revenir un tout petit peu au test d'Ebola, en fait, le produit que vous avez testé pour l'Ebola, qu'est-ce qui garantit son efficacité, étant donné que l'environnement est différent? Ça a été testé ici, la maladie est vraiment en vogue en Afrique. Bon, quand on parle de maladie, on parle d'abord de l'agent qui cause la maladie. Dans ce Ok. cas-ci, c'est le virus d'Ebola. Et on parle aussi de l'individu qui doit contracter la maladie, Mhm. qui peut avoir soit des prédispositions donc qui le rendent vulnérable à Mhm. cette maladie, ou encore des résistances naturelles. Quand l'Ebola a frappé l'Afrique de l'Ouest, il y avait un pourcentage de gens qui, même si infectés, ne tombaient pas malades. Donc Ok. ça, c'est une résistance Waouh. naturelle. Waouh. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus vulnérables. La même chose avec le virus du sida. Il y a des gens qui sont infectés mais qui ne tombent pas malades. C'est le cas aussi de ce virus qui nous confine aujourd'hui, celui de la COVID-19. Il y en a beaucoup qui sont infectés. Heureusement, il y en a aussi beaucoup qui seront résistants naturellement à ce virus. Parlant justement de ce virus et de cette résistance, quand vous dites naturellement, est-ce que l'aspect de la génétique intervient? C'est bien cela. C'est à cela qu'on en est venu. Hmm. Nous avons mené une étude au Mali à ce sujet-là pour montrer que il y a des enfants qui, naturellement, parce qu'ils sont nés avec une certaine génétique, même s'ils tombaient malades du paludisme, ils n'en mourraient pas du tout. Et ça, nous l'avons déjà publié. Hmm. Donc, il y a des résistances naturelles. Certains d'entre nous ont hérité de gènes qui leur permettent de mieux Hmm. résister à la maladie, Hmm. naturellement, sans intervention. Et aussi, les gènes qui donnent une certaine protection à des maladies infectieuses tendent à être nombreux là où il existe ces maladies infectieuses. Hmm. Donc, la résistance naturelle est beaucoup plus présente dans les pays qui sont exposés à ce genre de choses plutôt que dans d'autres qui vivent dans un milieu beaucoup plus extrêmement propre, aseptique pour ainsi dire. Le produit que vous avez testé pour l'Ebola, qu'est-ce qui garantit son efficacité, étant donné que l'environnement est différent? Ça a été testé ici, la maladie est vraiment en vogue en Afrique. Même si l'expérience a été faite ici, elle est applicable à l'Afrique. Le point, c'est que certaines formes d'expérience sont assez difficiles à faire dans les conditions qui existent en Afrique, dans la mesure où on n'a pas de laboratoire où on est vraiment protégé. On ne Mhm. peut pas faire l'expérimentation en laboratoire. Et la seule expérimentation qu'on fait, c'est malheureusement l'expérimentation avec les êtres humains qui meurent, pour ainsi dire. Wow. Donc, ici, on en avait les moyens. C'était un laboratoire très, très confiné Mhm. où on n'a pas accès facilement à ce genre de microbes et on se Mhm. protège énormément avant de travailler avec ça. Je comprends. Professeur, alors que le monde entier est paralysé justement par cette maladie, pourquoi le test de cette substance végétale, la quercétine, si je ne m'en abuse, pourquoi ça semble Bien tardif? sûr. Est-ce que ce n'est pas une urgence pour le gouvernement canadien? Effectivement, c'est une urgence, mais il y a des règles. Il y a des Hmm. règles par lesquelles on doit passer. Il y a beaucoup de produits qui ont été proposés
Certains ont été essayés sans beaucoup de succès. D'autres n'ont pas satisfait aux critères parce que il faut comprendre que quand on va chez l'humain, il faut répondre à certains critères. On ne veut pas lancer sur le marché ou encore tester sur les humains avec un produit dont la propreté, la pureté n'est pas certifiée. Donc il faut que le produit soit vraiment certifié, préparé comme on appelle dans des conditions de bonne manufacture en quelque sorte. Le Canadien a vraiment pris ça à cœur pour pouvoir accélérer justement ces tests parce que tout le monde est paralysé, tout le monde est en attente. Le gouvernement canadien a investi énormément d'argent et même le gouvernement provincial du Québec a investi beaucoup d'argent pour qu'on puisse arriver d'abord à des tests, qu'on puisse développer des vaccins et qu'on puisse tester les médicaments qui étaient les plus prometteurs. Donc, sur ce point-là, je crois qu'on ne peut pas... Nous sommes dans le système depuis bientôt, depuis des décades. En fait, on sait que le processus d'obtention de subventions pour tester quelque chose prend beaucoup de temps. Le gouvernement a accéléré les choses au point où, en dedans d'un mois pratiquement, on a le temps de reviser un petit peu votre demande de subvention et de vous donner une réponse assez rapidement si on estime que ce que vous proposez est valable. Donc, on ne peut pas accepter n'importe quoi parce que quelqu'un l'a demandé ou l'a proposé. Vous devez démontrer l'efficacité de votre médicament à la fois dans les cellules, dans les animaux et avant de passer vers l'humain. Vous devez démontrer que votre médicament est sécuritaire. On ne veut pas empoisonner les gens non plus. Alors, ça, il y a des commissions et des comités, des gens qui se réunissent et qui examinent tout ça et qui émettent un avis. Oui, ça va, on va financer ça parce que on ne veut pas non plus perdre de l'argent à n'importe quoi. Donc, en ce temps, nous avons soumis une demande. Il y a déjà une partie du financement qui a été obtenue. Vous avez peut-être entendu parler de certains bienfaiteurs qui avaient estimé que le sujet était assez intéressant pour qu'ils le financent immédiatement. Mais pour compléter l'étude, il faut le financement gouvernemental. Et dans 2 semaines environ, nous saurons la réponse. Si oui ou non, nous pouvons aller avant. Santé Canada a aussi quelque chose à dire là-dedans. C'est eux qui s'occupent de la sécurité des médicaments. Je vais encore répéter, l'isoquercétine ou la quercétine est déjà consommée par la population comme supplément alimentaire. Nous le présentons comme médicament. C'est toute une autre chose. On le présente comme médicament et comme médicament, on doit passer par certaines règles de Santé Canada qui veulent évaluer la propreté de notre produit de façon à ce qu'il n'y ait pas d'accident ou de gens qui s'empoisonnent inutilement. La population canadienne peut espérer que bientôt elle pourra être satisfaite, puisque vous dites que d'ici 2 semaines peut-être que vous aurez une réponse favorable. Est-ce que la population peut commencer déjà à avoir cette lueur d'espoir? La lueur d'espoir doit être maintenue. C'est d'ailleurs à cause de cette lueur d'espoir que nous nous battons pour faire accepter ces médicaments-là. Alors, nous saurons d'ici 2 semaines, et puis il y a des hôpitaux de Montréal et d'Ottawa qui sont impliqués dans cette étude. C'est une étude selon les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on prendra des gens qui sont malades et on leur proposera de prendre ce médicament dans toute sécurité. Et à côté de ça, il y a des gens qui subiront, eux, un traitement normal qui est généralement accordé à ceux qui sont tombés là de la COVID-19. Et dans l'autre groupe, il y aura ceux qui recevront en plus du traitement normal qui représente ce médicament. Et au bout d'un mois environ, on pourra évaluer si oui ou non ça fait une différence. C'est la seule façon de prouver. Parce que les témoignages des gens qui disent être guéris par l'isoquercétine, ils n'en manquent pas. On en reçoit quelques-uns, etc. Mais dans la science, il faut absolument qu'il y ait des preuves indépendantes de ce que vous éclamez. Le reste, ce sont des anecdotes, en quelque sorte, des gens qui, d'eux-mêmes, ont décidé de prendre la quercétine et disent
avoir été guéri par elle. Mais pour pouvoir convaincre, parce qu'il se pourrait qu'il y ait des effets qu'on appelle les effets placebo, où les gens guérissent à cause de leur physiologie, de la manière de leur génétique, ils parviennent à bien contrer la maladie et ils ont bu de la quercétine en plus. Mais pour pouvoir dire de façon définitive qu'il y a eu guérison grâce aux médicaments, on doit avoir un groupe contrôle qui ne reçoit pas le médicament et un autre qui reçoit le médicament. Et à égalité de maladie, on peut déterminer si ou non celui qui reçoit le médicament a eu un bénéfice quelconque, que ce soit la moindre sévérité de la maladie, que ce soit une hospitalisation pour courte ou une guérison pure et simple. Quel est le niveau d'enthousiasme des dirigeants face à cette offre médicale? Donc, comme je vous l'ai dit, on a déjà reçu un financement de fondations privées qui croient en quelque sorte, et ils veulent qu'on aille de l'avant, qu'on puisse faire le travail. Et je crois qu'il est nécessaire que le gouvernement s'implique parce Justement, que c'est un... mon autre point est un peu à ce niveau-là, parce que là, les institutions privées, on comprend, mais le gouvernement lui-même, est-ce qu'il est enthousiaste à cette offre? Il y a eu plusieurs offres. Il y a eu plusieurs offres, donc... Je comprends. Vous en avez entendu parler de l'hydroxychloroquine, il y a le remdesivir que les Américains ont lancé, et il y a même d'autres groupes qui parlent du zinc simplement, etc. Donc il y a plusieurs offres qui sont sur le tapis, et en quelque sorte le gouvernement doit choisir, parce que une étude clinique en règle, en forme, qui doit donner des conclusions, coûte beaucoup d'argent. Ça peut coûter facilement quelques millions, 5 à 6 millions de dollars, pour pouvoir le faire comme il faut, dans des milieux hospitaliers, avec tous les tests qu'il faut, etc. Alors, le gouvernement ne peut pas se permettre de donner de l'argent comme ça à n'importe qui. Il doit faire évaluer votre projet, votre proposition, et puis en fait, il va décider oui ou non. L'enthousiasme est là. On a le soutien à la fois des hôpitaux et le soutien de scientifiques qui sont spécialisés dans les virus, etc. Donc, le produit, en fait, il a été démontré d'une façon assez convaincante qu'il peut combattre plusieurs virus, comme le virus de la grippe, par exemple. Cela a été déjà démontré chez l'humain. Nous avons, quant à nous, étendu un petit peu le spectre de virus auquel peut combattre ce médicament. Et toutes les données, toutes les études, que ce soit par ordinateur, par modélisation, cette molécule, la quercétine, apparaît toujours parmi les candidats les plus prometteurs pour se battre contre le virus de la COVID-19. Professeur, pensez-vous que la découverte de ce produit naturel, même si vous dites que ça a déjà fait ses preuves aujourd'hui pour d'autres cas, mais est-ce que vous pensez vraiment que pour le cas de COVID-19, ça va tenir tête aux firmes pharmaceutiques dont le but lucratif n'est plus à démontrer malgré le caractère chimique des produits offerts? Les compagnies pharmaceutiques, bien sûr, sont à la fois intéressés à soigner, bien sûr, mais à faire aussi des profits. Et ces profits, étant donné le coût de développement de médicaments, ces profits ne peuvent le faire que si le produit est protégé et que personne d'autre ne peut le fabriquer. C'est ça l'objet des brevets. Pour un produit comme celui-ci, il faut trouver d'autres astuces pour faire de l'argent, si on veut, si l'argent est la motivation principale. Nous travaillons avec une compagnie suisse, je parle, qui n'a pas inventé le produit l'extrait de plantes, mais qui a fait une formulation qui pourrait agir beaucoup mieux que le produit simplement naturel. En d'autres termes, il a complémenté le produit avec certaines vitamines qui font que le produit entre beaucoup plus facilement dans le corps et peut agir beaucoup plus efficacement. Ça peut intéresser les compagnies pharmaceutiques. En fait, nous parlons avec une compagnie pharmaceutique suisse qui doit en produire en grande quantité.
pour pouvoir qu'on puisse mener cette étude. Enfin, ils l'ont déjà produit de toutes les façons. Donc, les compagnies pharmaceutiques, comme je l'ai dit, en premier, ils cherchent des choses uniques, synthétiques peut-être, dont ils peuvent avoir le monopole. Pour ce produit, comme c'est un produit naturel, il vient de plantes, ils ne peuvent pas avoir le monopole. Alors, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer d'améliorer soit l'absorption du médicament, soit la durée d'action du médicament. À ce moment-là, ils se protègent et ils peuvent faire leur argent à travers ce genre de manipulation. Mais le produit en lui-même, à l'état pur, n'est pas brevetable, c'est un produit naturel. Très bien pour la santé, vraiment. En tout cas, coup de chapeau, professeur. Avec la découverte du jeune médecin Jérôme Mouniangui, le jeune Congolais, la médecine canadienne a-t-elle envisagé faire front commun pour accélérer la recherche et sauver l'humanité présentement confinée, ou chacun préfère emprunter sa route? Je pense que le problème qui se pose avec cette pandémie, c'est que peu importe d'où vient la solution, elle doit profiter à toute l'humanité, en quelque sorte. On a même changé la façon de fonctionner des scientifiques à l'heure présente, où on en partage les informations le plus rapidement possible pour que la recherche puisse avancer assez vite et amener à des résultats, parce que la pandémie concerne tout le monde. Donc, professeur Jérôme j'ai suivi son parcours depuis que j'avais vu le film Malaria Business ici à Montréal il y a 2 ans. Et j'ai recherché ses publications que pour les évaluer, voir un petit peu si il pourrait satisfaire ma curiosité scientifique. Et je dois dire que les travaux qu'il a publiés sont tout à fait valides. Et que ce qu'il a pu démontrer avec l'artémisia, la plante là qu'il utilise pour soigner le paludisme, et c'est un résultat convaincant. Ça, c'était le cas du paludisme. L'artémisia a été proposé aussi dans le cas de la COVID-19. Je pense que certains ingrédients, même la quercétine dont nous parlons, elle est bien présente là-dedans aussi. Ah, ok. La seule différence, en fait, c'est que nous, on parle de quercétine purifiée et puis peut-être enrichie avec autre chose, tandis que lui, il parle du produit de la plante elle-même. C'est-à-dire, on prépare des infusions avec la plante, on les fait bouillir dans de l'eau et puis on la consomme. Je crois que ça vaut la peine d'être comme piste de recherche, ça vaut la peine d'être poursuivi, mais pour être convaincant. C'est comme un peu dans le cas de notre quercétine, il faut qu'il y ait des preuves que ça peut marcher, que ça a déjà marché. Et comme je l'ai dit, on ne veut pas aller dans les anecdotes où des gens racontent oui, ça m'a aidé, etc. Mais ça peut être un cas que il faudra qu'on puisse prouver que avec un nombre de patients suffisamment respectable, que ça fait une différence, que ceux qui prennent le médicament guérissent, tandis que ceux qui ne le prennent pas ne guérissent pas. Autrement dit, c'est la raison qui prime et non l'émotion. À ce temps de pandémie, bien sûr, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétudes. Je pense qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté et qui proposent tout un tas de solutions à cela. Mais je crois que pour l'humanité, pour la Terre entière, je pense qu'on a le droit de douter, on a le droit de se poser des questions. Et le doute scientifique, c'est une obligation de tout scientifique. Merci. Mais ce n'est pas une raison pour soit empêcher quelqu'un de poursuivre une piste. On peut exiger de lui qu'il puisse démontrer que ça marche. Merci, professeur. Voilà. Nous avons suivi, nous tous, en fait, la diaspora congolaise et surtout le tollé dans les médias sur les apparitions publiques controversées du docteur Muyembe sur la proposition du vaccin en Afrique. Que vous évoque ce genre de tollé? Je dois dire d'abord que Muyembe, c'est un scientifique de première classe. C'est un homme qui a fait énormément pour la lutte contre... J'ai eu la chance de le rencontrer et de lui parler avec lui. Et je pense que le tollé qui a suivi sa déclaration et sur les médias sociaux est un petit peu exagéré. Vraiment exagéré?
Lui, il Je présente pense que les choses sont l'Afrique comme un terrain d'essai clinique. On prend les Africains pour des cobayes, professeur Blika, et vous pensez que c'était exagéré? non, je pense qu'il a peut-être s'est exprimé d'une certaine façon et il n'a pas été compris dans son intention. Ok. Je ne pense pas, comme il a dit dans l'intervention qu'il a suivie, qu'il a comme dessein, comme intention d'utiliser ses compatriotes comme cobayes. Ça, il a très bien dit dans sa deuxième intervention. Oui. Je pense aussi que l'atmosphère qui a entouré cette déclaration était déjà surchauffée. En quelque sorte, il y avait les déclarations du médecin français, Tout maintenant à fait. ils entendent un Africain le dire, etc. Tout à Mais ce fait. qu'il a dit, ce qu'il a expliqué dans sa deuxième intervention, c'est que avant même que ça n'arrive en Afrique, ces vaccins seront testés ici, en Amérique, en France ou ailleurs. Je sais déjà qu'ils sont déjà en train d'être testés avec des volontaires qui vont se présenter. Le moment était malvenu en quelque sorte. C'était un moment où ça ne pouvait que provoquer cette réaction de peur de l'exploitation de l'Occident avec l'Afrique, etc. Personnellement, je ne pense pas qu'il ait dit quelque chose d'assez grave pour provoquer un tel tollé. Je sais que même les vaccins, tout le reste, ce sont les autorités du pays qui décident si ou non on doit utiliser tel ou tel médicament, tel ou tel vaccin, etc. Et donc, c'est à nos autorités de s'assurer que ce qu'on va amener en Afrique est assez sécuritaire pour la population. Mais je pense que les choses se sont calmées plus ou moins. Tout à fait, professeur. Merci. Une dernière question pour chuter, étant donné que nous parlons du professeur Muyembe. Je pense que la population congolaise a aussi tourné la page. Le professeur Muyembe reste toujours un homme respectable, respecté, et que nous le devions toujours ce respect. Professeur Majambo, quelle est l'image du chercheur noir dans votre environnement scientifique ici au Canada? Vous êtes ici depuis longtemps et vous faites un excellent travail qui honore non seulement le Canada, mais aussi le Congo et l'Afrique en général. Et beaucoup d'Africains vivent des situations de racisme, on ne va pas se cacher les mots. Dans votre environnement scientifique, s'il y a des jeunes qui vous suivent aujourd'hui, qui veulent emboîter le pas et qui ont des soucis par rapport à cet aspect, quelle est l'image du chercheur noir dans votre environnement? Bon, l'image du chercheur noir, bien sûr qu'il peut y avoir des doutes, des résistances au début, mais je pense que dans l'environnement de la science, si tu fais tes preuves, les gens finissent par toujours le reconnaître et te donner le crédit que tu mérites. Le point, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter aux hésitations initiales, aux doutes qu'on peut lire dans les yeux des gens. Mais dès le moment où tu as fait tes preuves, tous ces doutes-là tombent et ces hésitations s'effacent. Donc, je pense que d'abord, il faut croire en soi-même, croire ses propres capacités. Il faut travailler très fort, essayer de prouver que ce n'est pas ce que les gens pensent au départ qui va vous influencer et que vous allez faire vos preuves comme tout le monde. Je ne veux pas dire que le racisme n'existe pas. Mais je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont agréablement surpris quand ils rencontrent quelqu'un qui, bien que d'origine étrangère, a pu faire ses preuves dans toutes les contraintes qui peuvent exister dans ce pays. Donc, mes recommandations à tous les jeunes, et j'en ai eu quelques-uns, enfin plusieurs en fait, qui sont passés par mon laboratoire et qui ont été formés par moi, qui sont allés faire de la recherche ailleurs, etc. La première chose, en fait, c'est de ne pas tenir compte de toutes ces résistances, parce qu'il y a des gens qui ont des doutes au départ, mais qui finissent par laisser tomber. Quand j'étais étudiant aux États-Unis, il y a un professeur qui m'a convoqué chez lui dans son bureau. Il a dit, écoutez, moi, je ne voulais pas qu'on t'admette dans ce département, parce qu'il doutait que quelqu'un qui puisse venir d'Afrique et faire des études supérieures ici, de deuxième et de troisième cycle, dans une université américaine. Mais quand il a vu qu'à un moment donné, j'avais la meilleure cote en examen partiel là, il est allé à la bibliothèque, fouiller la bibliothèque pour savoir d'où je venais, etc., l'enseignement dans ce pays-là, voilà.
Le professeur, il avait, dès le départ, il avait des doutes sur l'Afrique. Il ne savait pas quel genre de formation nous recevons en Afrique. Et donc, il avait le droit de douter. Mais dès que je lui ai démontré que je pouvais quand même faire compétition et parfois même battre un petit peu tous ceux qui sont autour de moi, là. Et là, vous le dites humblement, quand vous dites un tout petit peu. Là, c'est juste parce que vous êtes humble. Il est venu me voir. Lui aussi, il a fait acte d'humilité. Il m'a convoqué dans son bureau. Il dit, je vais m'excuser d'abord. Je me suis opposé à ton admission. Vraiment. Et maintenant que tu as réussi surtout son cours, là, il était enchanté. Il devait s'excuser devant moi. Il l'a fait. Et je pense que ça demande... C'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Les gens peuvent avoir des doutes au départ, mais dès le moment où vous faites vos preuves, ces doutes tombent. Et à ce moment-là, la couleur de votre peau a très peu d'importance. S'il vous écoute, il n'écoute pas un noir qui parle ou un africain qui parle. Il écoute un autre scientifique. C'est tout. Un grand merci, professeur Majambon Bikai. Nous sommes à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure? Le petit mot, le dernier petit mot que je voudrais lancer comme message, c'est que nous vivons cette pandémie, nous vivons ce confinement, etc. Mais il y a des gens qui travaillent, qui essaient de trouver une solution et que cette solution viendra. Et je pense que le défi qui est lancé, c'est un défi qui est lancé à toute l'humanité et qu'avec l'ouverture à la science, à la communication et tout ça, nous viendrons à bout de ce fléau qui nous frappe en ce moment. Merci, professeur Majambon Bikai. Nous avons lancé une campagne du Fonds des Patriotes africains. En fait, notre objectif, c'est de pouvoir créer un fonds d'investissement où nous-mêmes, Africains, nous allons devenir en quelque sorte notre propre fonds monétaire africain. Que pensez-vous d'une telle idée? Je ne peux que l'applaudir. Je pense qu'il y a déjà des chefs d'État qui y avaient pensé, je me souviens bien. Je pense qu'une source autre que les sources internationales de financement aiderait certainement et donnerait des priorités qui sont plus en harmonie avec les besoins de l'Afrique. Et donc, elle n'imposerait pas des dictats qui prennent en considération des facteurs macroéconomiques et obligent les États parfois à mettre en veilleuse, en quelque sorte, les avantages sociaux de leur propre population. Je ne peux qu'applaudir l'idée, et puis je ne sais pas comment vous y prenez, je serais intéressé à voir, mais c'est certainement une idée louable et un objectif à la fois courageux et noble. Toute notre gratitude, professeur Majambon Bikai. Nous sommes très fiers d'entendre que l'idée est louable et c'est très encourageant pour nous. Mais c'est une idée conçue depuis 4 ans, donc depuis 2016 que nous cogitons sur ça. Et nous avons décidé cette fois-ci de passer à l'acte. Professeur Majambon Bikai, nous ne savons plus quel mot nous pouvons utiliser pour vous dire merci parce que vous nous avez vraiment honorés et vous avez donné à la jeunesse cette fierté qu'elle cherche toujours. La jeunesse a besoin de voir des figures comme vous. Nous réalisons en même temps que ici dans la diaspora, nous ne sommes pas producteurs de capsules captivantes pour l'Afrique. Nous sommes plutôt consommateurs. Alors que vous êtes dans des laboratoires scientifiques et vous êtes en train de produire ce qui va servir à l'humanité tout entière, même si cela donne une fierté particulière au peuple africain que nous sommes. Donc pour cette raison, nous vous disons merci et merci également à vous tous qui avez pu nous suivre aujourd'hui. Restez toujours branchés sur notre chaîne MIF Groupe Le Rocher. Nous sommes là pour la promotion de tout ce qui est bien, de tout ce qui est beau, de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est un. Et si vous êtes vraiment soucieux de l'éducation, de la sensibilisation et de la conscientisation, vous avez votre place ici. La meilleure façon de nous soutenir, c'est
de vous procurer des vêtements de la marque Miv que nous avons aussi lancé. Nous sommes toujours en promotion. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous appeler pour vous procurer des chemises, modèle occidental, mais aussi modèle africain, des chandails avec des designs d'Afrique, de différents pays, ainsi que d'autres modèles de vêtements. Nous allons nous retrouver la prochaine fois et que la paix règne dans vos familles. Au revoir. Choisis d'agir pour ton Afrique. C'est ça le véritable amour que tu peux lui manifester. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous organiser comme un seul homme? Pourquoi devons-nous toujours être la risée du monde occidental? Pourquoi 10 000 Africains ne peuvent-ils pas se mettre ensemble pour réunir $1 milliard? 5 $ par mois. Si je le mets toute seule, ça ne changera pas le sort de mon peuple africain. Mais 5 $ par mois, si nous sommes 10 000 personnes à le mettre chaque mois pendant 5 ans, nous ferons une très grande différence pour financer nos propres projets, financer les projets de nos gouvernements africains afin qu'ils arrêtent de dépendre du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de la Banque du développement, qu'ils arrêtent de dépendre de toutes ces grandes organisations qui leur imposent des contreparties au détriment du peuple africain. Mon frère, ma sœur de la diaspora africaine, lève-toi, prends tes 5 $ par mois, mets 5 $ par mois, les 5 $ de 10 000 Africains et bâtissons le fonds d'investissement où chacun de nous va être actionnaire. Bâtissons le fonds des patriotes africains et constituons-nous en organisation des Africains unis. Agis aujourd'hui, n'attends pas demain. Si tu attends demain, tu ne le feras jamais et tu resteras un éternel insatisfait des réseaux sociaux dont les critiques infructueuses ne peuvent pas bâtir ton Afrique. Ngaina